Bonjour à toutes et à tous pour cette table ronde sur les entreprises au net zéro carbone. Alors j'avais envie de commencer cette table ronde avec une petite citation. Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. C'est une formule du poète allemand Hölderlin et qui résume à mon sens très bien la table ronde que nous apprêtons à entamer. Parce que face au péril climatique, le net zéro carbone est autant un impératif qu'un défi. Et qui de mieux pour nous aider à relever ce défi et à construire les solutions et à nous faire comprendre les enjeux que les intervenants qui sont à mes côtés. Alors on va commencer pour avoir cette vision globale avec vous. Émilie Alberola, vous êtes directrice générale d'EcoAct, donc vous développez des activités de conseil climat, biodiversité et carbone pour la transition des organisations. Alors pour vous, quel est l'enjeu du net zéro? Pourquoi est-ce qu'il est crucial que les entreprises s'y engagent et comment les entreprises peuvent-elles s'y engager? Que de bonnes questions. Bonjour à tous. Merci pour cette invitation et puis ravi de prendre part à cet échange utile et nécessaire parce qu'on n'y est pas encore, même si cet objectif net zéro n'est pas nouveau. Nous voilà engagés dans cette ambition mondiale depuis 2015 avec cet objectif politique d'atteindre le net zéro d'ici la fin du siècle. Cet objectif politique qui reflète en fait un enjeu scientifique. On est vraiment dans de la physique, on est dans de la physique du climat, et ce qu'on vise à faire, c'est réduire massivement, drastiquement, toutes les émissions anthropiques, toutes les émissions de gaz à effet de serre au maximum, et de pouvoir les équilibrer avec des absorptions de ces émissions à travers des puits carbone qui soient naturels ou qui soient technologiques. Donc c'est cette ambition mondiale qu'on vise tous depuis cet accord de Paris en 2015, et les entreprises ont évidemment un rôle majeur à jouer puisqu'elles contribuent à ce changement climatique de diverses manières. La première manière, évidemment, c'est à travers leurs propres émissions de gaz à effet de serre, de manière directe, de manière indirecte, dans différents périmètres. Pour ceux qui connaissent bien le jargon de la comptabilité carbone, on parle de scope 1, de scope 2, de scope 3. Et donc les entreprises ont un impact et ont un rôle à jouer à réduire ces émissions. Et puis elles ont aussi, elles contribuent significativement aussi à travers l'impact qu'elles ont sur la nature, à travers la détérioration des puits carbone naturels et le lien avec la nature. Donc de ce fait, il est important que les entreprises s'y engagent. Elles doivent s'y engager de trois manières, de manière schématique. La première, c'est évidemment de s'engager à réduire leurs propres émissions, prioritairement dans leur scope 1, leur scope 2, mais aussi dans leur scope 3, c'est-à-dire d'embarquer également toutes leurs parties prenantes, à la fois leurs fournisseurs, mais aussi leurs clients, de réfléchir à leur stratégie de comment elles vont pouvoir contribuer à ce monde du net zéro. Donc on est vraiment sur la partie réduction qui va passer par de repenser notamment le recours aux énergies, puisque ça va être une des solutions qu'on va notamment évoquer dans cette table ronde. Le deuxième enjeu, c'est dans cet écosystème de parties prenantes, comment elles peuvent produire différemment en réduisant leurs émissions, mais aussi proposer des produits, s'engager avec leurs parties prenantes à entraîner cette transition chez les autres, leurs fournisseurs et leurs clients en priorité. Et puis le dernier volet, c'est la partie qu'on appelle dans le jargon climatique la partie séquestration. Comment les entreprises peuvent aussi restaurer, préserver la capacité de la nature en fait à jouer leur rôle d'équilibrer notre climat. Et donc là, ça peut se jouer dans leur propre périmètre d'entreprise, mais très souvent, les entreprises n'ont pas une empreinte, un foncier qui leur permette aussi d'avoir ce rôle-là. Et donc là, c'est tout le rôle qu'elles peuvent avoir à financer aussi des projets en faveur de la restauration, de la préservation de la nature. Donc voilà des trois grands piliers: réduire les émissions, éviter des émissions et séquestrer les émissions à la hauteur des enjeux. Et c'est la raison pour laquelle il est important que les entreprises aussi se réfèrent à des cadres normatifs qui sont naissants, qui sont croissants et qui sont rigoureusement développés en lien avec l'enjeu scientifique. Donc on parle très souvent du cadre volontaire du SBT pour Science Based Target qui permet aux entreprises de définir leur propre trajectoire de décarbonation pour viser cette contribution à l'enjeu mondial du net zéro. Donc ça c'est vraiment important, on n'en est qu'au début, la boîte à outils se complète d'année en année, de toujours se référer aux meilleures pratiques, de toujours se référer aux meilleurs cadres normatifs. On a ce cadre volontaire, l'ISO à l'international propose aussi un cadre de référence pour que les entreprises adoptent la bonne démarche.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est aussi d'apprendre des bonnes leçons des entreprises elles-mêmes au sein de vos secteurs, au sein de vos écosystèmes, avec vos fournisseurs aussi, de partager les bonnes pratiques, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller vers d'accélérer et pour avoir des résultats concrets le plus rapidement possible, puisque malheureusement, je crois qu'on peut faire le constat que nous n'avançons pas assez vite et qu'il va falloir accélérer encore et rendre concret, rendre désirable cette transition et de pouvoir être engagé sur cette vision long terme nécessaire, tout simplement pour rendre et conserver notre planète habitable. Voilà. Merci. Alors les entreprises elles-mêmes, on y vient. Stéphane Lasserre, vous êtes le directeur général de Ponticelli. Quels sont pour vous les défis auxquels vous faites face pour passer au net zéro carbone? En introduction, juste le groupe Ponticelli. Donc le groupe Ponticelli, c'est un groupe industriel familial qui fournit aux industries essentiellement de l'énergie, donc aussi bien nucléaire, fossile que renouvelable, la chimie, les sciences de la vie, des services à l'industrie. Bon, on a environ 6 000 dans le monde, 50% en France, 50% à l'étranger, et notre chiffre d'affaires, c'est 1,3 milliard cette année. Et globalement, je veux dire, on a de la chance d'être dans cette chaîne de valeur. Alors, plusieurs positions, hein. On est avant tout un constructeur, on est aussi un maintenancier, et demain, on sera un développeur des énergies renouvelables. Et chez Ponticelli, donc, comme l'expliquait Émilie, notre vrai enjeu, c'est d'abord de bien compter nos émissions. On est dans un marché mondial, tout le monde ne compte pas pareil, et je pense que la taxonomie verte et le CSRD nous aidera demain à établir un référentiel de référence, au moins en Europe, dans un premier temps, pour que tout le monde soit aligné sur la façon de compter. Ensuite, nos émissions, scope 1, scope 2, comme on l'a précisé, c'est assez faible hein, chez Ponticelli, c'est 10% de nos émissions, le scope 1 et scope 2. Donc une fois qu'on a changé nos fenêtres, qu'on a isolé nos ateliers, qu'on a mis des panneaux solaires sur notre toiture pour faire de l'autoconsommation, derrière c'est un peu difficile de diminuer nos émissions. Notre vrai enjeu, nous, c'est le scope 3. Et le scope 3, c'est trouver des fournisseurs qui sont capables de nous fournir des matériaux, donc des panneaux solaires, des onduleurs, mais aussi des tuyaux, de la tôle, des grues, des voitures, des hélicoptères, qui ont l'impact carbone le plus faible possible pour que nos émissions niveau scope 3 soient assez faibles. Et nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? On essaie d'apporter des solutions. Donc, on a parlé du carbone capture. On a 2-3 projets de carbone capture et on travaille là-dessus pour aider nos industriels à capturer le carbone. Après, il faudra qu'on se pose la question un jour ou l'autre de qu'est-ce qu'on en fait de ce carbone une fois qu'il est capturé. Hein. Il faudra peut-être lui retrouver un cycle derrière. On essaye aussi de leur apporter des solutions avec comme des filiales comme Enersil qui fabrique des ombrières de parking. Alors c'est de l'autoconsommation aussi, mais ça permet aussi à nos clients de minimiser eux aussi leur scope 1 et 2. Et derrière, surtout, ce qu'on cherche à faire, c'est engager tout le monde vers ce net zéro. Parce qu'en fait, nous, on est vraiment coincés, on ne peut rien faire sur le scope 1 ou scope 2, c'est 10%. Donc, une fois qu'on a investi, c'est quasiment fini. Par contre, c'est toutes nos parties prenantes sur le scope 3 et c'est dire qui c'est qui paye. Parce que le fournisseur, il ne veut pas faire l'effort, nous, on ne veut pas faire l'effort, le client ne veut pas faire l'effort. Et pourtant, je pense que le net zéro, je pense qu'il peut être atteint que si chaque pays, chaque société, chaque individu, d'accord, on est dans cette dynamique-là. Et Ponticelli est une entreprise avec des individus dans un pays. Et je pense qu'on doit s'inscrire dans ce schéma-là aussi. Je ne sais pas si tout le monde partage mon avis autour de la table, mais on est vraiment dans cette dynamique-là. Et donc, nous, on peut être qu'un apporteur de solutions, on peut chercher, mais quand on ne trouve pas de l'acier bas carbone, quand on ne trouve pas de l'électricité bas carbone, on a un petit peu de mal à optimiser nos émissions. Merci Stéphane. Et effectivement, ça permet de renvoyer la balle à Stéphane Lévesque, par exemple. Vous êtes country manager chez Sungrow. Pour vous, quels seraient les facteurs décisifs dans le déploiement des solutions bas carbone et en quoi est-ce que la diversité des solutions que vous proposez chez Sungrow, elle est stratégique pour vous ? D'accord, donc merci de m'avoir invité déjà, bonjour à tout le monde. Et donc comme vous l'avez dit, je suis donc le country manager, directeur général de la filiale Sungrow en France.
Alors juste pour présenter un peu l'entreprise et nos solutions, parce qu'en fait on est un des acteurs majeurs dans les énergies renouvelables. Donc on est en France depuis 2018, l'entreprise est chinoise, c'est un groupe qui a été créé en 1997 et qui aujourd'hui représente 14 000 personnes dans le monde. On est en France une petite équipe et donc on propose aux clients français, au marché français, des solutions pour les énergies renouvelables. Alors notre cœur de métier à la base c'était l'onduleur. En fait, donc l'onduleur c'est ce qu'on met derrière le panneau solaire pour faire une conversion de courant continu en courant alternatif qui pourrait être réinjecté sur le réseau. D'accord ? Et donc ça c'était le produit de base qu'on a développé depuis 25 ans. Et à la suite de ça, je dirais qu'on s'est diversifié parce qu'on a vu qu'il y a différents maillons en fait qui sont nécessaires à la chaîne. Et l'un des problèmes des énergies renouvelables, c'est qu'en fait, forcément, parfois on les produit quand on n'en a pas besoin. Ce sont des énergies qui ne sont non pilotables, contrairement au nucléaire, contrairement à des centrales au gaz, etc. Donc, si on veut bien les produire et être optimum, il faut pouvoir éventuellement les stocker. Donc le deuxième maillon de la chaîne, ça a été de nous développer dans le stockage d'énergie de grande capacité. Ça, c'était le deuxième élément. Ensuite, on a continué la recherche dans un autre maillon qui devient important dans le monde d'aujourd'hui. En fait, c'est la recharge pour les véhicules électriques qui apparaissent depuis des années. Et donc, on a aussi cette gamme de produits pour pouvoir recharger les véhicules électriques. Et enfin, dernier produit que l'on développe, et qui va venir un peu plus tard. Alors aujourd'hui, il pose encore un certain nombre de problèmes, mais c'est en fait la fabrication d'hydrogène vert. On parle beaucoup depuis plusieurs années de l'hydrogène vert. L'hydrogène est un vecteur d'énergie. Ça permet de stocker l'énergie. Et donc, nous, on fabrique l'équipement qui va permettre, à partir d'électricité renouvelable, de fabriquer de l'hydrogène qui pourra être stocké et réutilisé plus tard soit comme carburant, ou soit retransformé pour pouvoir apporter l'énergie à des industries très énergivores, telles que les cimenteries, telles que la sidérurgie, pour pouvoir les décarboner. Donc voilà un petit peu aujourd'hui ce qu'on a comme solution. Et donc au niveau des clients, on s'adresse à l'ensemble des acteurs du métier, c'est-à-dire qu'on est à la fois sur le résidentiel, donc avec les petites puissances pour les maisons individuelles, les immeubles. On est sur tout ce qu'on appelle commercial and industriel, donc c'est le secteur industriel, les usines, les centres commerciaux, etc. Et puis on peut fournir aussi des solutions pour ce qu'on appelle les grandes centrales, les grandes infrastructures, les centrales au sol. Voilà, donc qui représentent en général plusieurs mégawatts. Donc aujourd'hui, pour nous, le cœur du métier, c'est vraiment la recherche, parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Comme je vous ai dit, au début, on était simplement sur les onduleurs. En faisant de la recherche, énormément de recherche, on a développé des batteries. Aujourd'hui, on a des chargeurs, et puis de l'hydrogène même. Mais la recherche, c'est vraiment le cœur du métier. Aujourd'hui, on a plus de 30% de nos effectifs au niveau mondial qui sont dans la recherche, pour à la fois améliorer les produits qu'on propose déjà et trouver des nouvelles solutions qui vont permettre d'ajouter des briques, en fait, je dirais, au maillon des produits, enfin des énergies renouvelables. Voilà. Donc la recherche, forcément, ça demande des financements importants. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qui peut entraver notre développement ? Eh ben, je dirais qu'on dépend quand même fortement des politiques nationales, internationales, etc. Et nous, forcément, pour une entreprise, pour pouvoir se développer de façon durable et dans le temps, en fait, on a besoin de stabilité. Donc, c'est un peu ce qu'on voit dans certains pays, y compris en France. En fait, il y a des périodes qui sont propices, on va dire, aux énergies renouvelables, et puis comme c'était le cas au début des années 2010, et puis après c'est retombé parce qu'il n'y avait pratiquement plus d'aide ou beaucoup moins d'aide, et donc pour les entreprises, forcément, ce manque de constance en fait des politiques peut être un frein au développement des énergies renouvelables. La deuxième chose, c'est aussi de faire mieux connaître nos métiers.
aux plus jeunes, parce qu'en fait, ce sont vraiment les plus jeunes. Nous, en fait, on est la première génération qui prend part au développement des énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, en fait, ce sont nos enfants, les jeunes qui étudient aujourd'hui, qui seront les acteurs majeurs dans quelques années. Donc la formation, la communication sur le métier est extrêmement importante. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit toujours bien fait. Voilà un peu les points qui sont essentiels. Mais nous, je dirais qu'on essaie de participer en tant qu'entreprise autant que faire se peut. On participe à toutes les initiatives internationales. On a participé aux dernières COP. On est ici aujourd'hui parce qu'on pense qu'au niveau de la France, ça peut être un bel événement. Et puis, dans l'entreprise en elle-même, en fait, on utilise de plus en plus d'énergie renouvelable pour notre fabrication. Bien sûr, on est adhérent de l'initiative EN100, donc pour produire avec 100% d'énergie renouvelable, ce qui sera le cas à partir de 2028. On met aussi en place des choses avec nos fournisseurs, l'ensemble de nos fournisseurs, pour pouvoir les rendre aussi neutres en carbone. Donc on a un agenda sur 20 ans pour non seulement être un acteur majeur, aider les autres, mais être nous-mêmes irréprochables dans cette transition écologique et énergétique. Merci beaucoup. Élise Breuer, vous êtes, directrice de la stratégie industrielle d'Holosolis, qui produit donc localement en Europe des modules photovoltaïques. Alors vous affirmez votre volonté de faire revivre une industrie qui soit locale. Quels sont les choix stratégiques qui en découlent pour Holosolis ? Alors, Holosolis, vous avez dit que c'est une industrie qui produit. Alors, pas tout à fait, c'est une industrie qui va produire. Aujourd'hui, Holosolis, c'est un projet, mais c'est un projet qui avance et qui se construit. Nous ambitionnons dès 2026 de produire localement en France des cellules et des modules photovoltaïques de grande puissance dans une gigafactory, donc à l'échelle de ce qui peut se faire notamment en Asie où la majorité des acteurs sont. Et Holosolis, c'est vraiment cette ambition de souveraineté énergétique et économique à l'échelle de la France et à l'échelle de l'Europe pour faire revivre une industrie qui malheureusement a été décimée ici localement en Europe et partie en Chine, s'est énormément développée et qui aujourd'hui a un vrai besoin de relocalisation de notre industrie. Aujourd'hui, cette décarbonation au sein de Holosolis, elle prend différents aspects. Déjà, de par la production de nos produits, ça sera un acteur majeur pour les autres industriels ou pour les résidents et les citoyens de la décarbonation. Donc on va produire des panneaux tant pour le résidentiel, les toitures commerciales industrielles que pour les grosses centrales au sol. Et notre production française va nous permettre d'atteindre un bilan carbone de nos produits qui va être aujourd'hui l'un des plus faibles au monde grâce à nos partenariats qu'on développe en Europe avec des fournisseurs locaux, ce qui va faire une vraie plus-value pour notre produit. Au-delà de ça, comme je le dis, c'est une construction industrielle et aujourd'hui on est dans une phase plutôt qui est de conception de notre usine pour avoir une construction qui débute l'année prochaine et aujourd'hui ces problématiques de décarbonation, elles se jouent aussi dans nos modes de production et dans nos opérations. Donc c'est une conception même de notre production aujourd'hui qu'on réfléchit pour aller vers cette décarbonation. Comment on intègre de l'intelligence au sein de notre production, comment on intègre une gestion électrique, une gestion des ressources qui soit vertueuse et verte pour notre fabrication, pour faire que demain, sur le marché, on soit viable, on soit pertinent et on apporte une solution pour tous les acteurs du secteur ici en Europe. Donc aujourd'hui, Holosolis, c'est vraiment une solution multifonction pour cette décarbonation et on projette d'être vraiment un acteur majeur dans la souveraineté européenne et on ressent ce besoin de relocalisation de l'industrie pour pouvoir à terme être indépendant, faire cette transition énergétique. Aujourd'hui, voilà, on subit aussi cette situation, cette fluctuation de marché que vous évoquiez. On a ce besoin de vraiment avoir un marché qui soit périn, qui se cristallise à l'échelle de l'Europe pour les acteurs, quels qu'ils soient, dont les acteurs français et européens. Donc aujourd'hui, c'est vraiment notre ambition ici chez Holosolis pour la décarbonation. D'accord, merci. Et alors, ça me fait la transition avec Lucas Weiss, qui est lui directeur général de Voltec Solar. Alors, vous êtes également producteur de panneaux photovoltaïques français, avec une fabrication dans le circuit qui soit les plus courts possibles et les moins carbonés possibles. Mais contrairement à Holosolis, vous êtes une société plus familiale qui existe depuis 15 ans avec une centaine de salariés. Comment est-ce que ce modèle-là, votre modèle, il impacte votre stratégie d'organisation ?
Oui, merci. Bonjour à tous. Et, voilà, je suis très, très content. Ça me fait très plaisir d'être là. Alors, avant de d'être nommé directeur de Voltec Solar, j'ai notamment été acheteur. Je faisais les achats chez Voltec et c'est un métier qui est très intéressant puisque ça permet de visiter beaucoup d'entreprises et c'est un métier génial puisqu'on est toujours reçu comme un prince dans les différentes entreprises puisque potentiellement on peut aider à réaliser du chiffre d'affaires. Et du coup, il y a quelque chose qui me fascinait quand je visitais ces entreprises, c'est de constater à quel point chaque entreprise était différente. Il y a une ambiance qui règne dans l'entreprise, il y a un caractère dans l'entreprise comme une âme dans l'entreprise. Et alors c'est très lié à la liberté que vont avoir les différents employés, c'est très lié à leur frustration aussi, et c'est aussi lié aux névroses que peut avoir le dirigeant. Donc tout ça, c'est vraiment des paramètres qui vont influer dans l'entreprise. Or, aujourd'hui, on est dans un moment, un nouveau moment de crise pour l'industrie européenne, puisque voilà, vous avez peut-être vu les nouvelles récentes. Il y a beaucoup de mes confrères dont l'emploi est menacé. Et c'est vrai que du coup ça porte à s'interroger un petit peu sur la résilience, sur quel est le bon modèle qui permet à une entreprise de résister dans ce contexte. Et des modèles d'entreprise, il y en a tout plein. Alors, et il y a souvent aussi des espèces de modes dans ces modèles d'entreprise, puisqu'il y a 10 ans, on parlait beaucoup, si vous avez suivi, d'entreprises libérées. Alors, l'entreprise libérée, c'est le concept où le dirigeant, il doit partir au golf et laisser faire les employés. On parlait aussi d'entreprises frugales, où tout d'un coup, il fallait arrêter de faire des grosses innovations à l'allemande et puis essayer de travailler un petit peu avec du carton. On parle beaucoup d'entreprises à mission aussi, qui doit définir sa raison d'être. On parle aussi aujourd'hui de start-up industrielle. Alors avant, la start-up devait être fablesse, ça c'était il y a 10 ans, et maintenant la start-up se doit d'être industrielle. Donc on retrouve un petit peu tous ces modèles, et donc on peut s'interroger un petit peu sur quel est le bon modèle pour le net zéro, qui est le sujet qui nous occupe. Alors, Peter Thiel, qui est un des fondateurs de PayPal, a écrit un livre qui est un petit peu un mode d'emploi de comment créer une entreprise, comment créer un Google, comment créer des GAFA. Et c'est vrai que c'est un livre intéressant, ça s'appelle de 0 à 1, comment construire le futur. Et c'est un livre intéressant en cela qu'il détaille ces différentes étapes. Et il y a notamment un chapitre qui parle d'énergie solaire, en prenant l'exemple de l'énergie solaire aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est qu'il prend le solaire comme l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour réussir, puisque voilà, il y a eu des très très gros échecs dans le solaire aux États-Unis. Et donc sur cette base, c'est toujours intéressant de regarder quels sont les échecs et pour apprendre et puis pour ne pas refaire les mêmes. Et du coup, ça interroge sur les qualités que peut avoir une entreprise, ce qui m'emmène évidemment à Voltec. Voltec Solar, c'est pas une entreprise libérée. Voilà, je suis directeur, c'est moi qui décide. Et par contre, je bosse et je suis sur la ligne. Voltec Solar n'est pas une entreprise à mission, puisque en fait, on n'a pas de doute sur ce qu'on a besoin de faire. On n'a pas besoin d'écrire ce qu'on fait dans nos statuts pour y croire et pour que chaque employé, alors on a une chance, comme vous l'avez dit, d'être une équipe de 100 personnes, chaque employé sait pourquoi il est là, il sait pourquoi il se lève le matin, il n'y a pas de doute. On n'est pas non plus une start-up, on est une industrie qui existe, et en particulier on n'a pas de levée de fonds. Et cette notion donc voilà, vous l'aurez compris, ça a été cité, on a un actionnaire familial. Cette notion de levée de fonds me paraît importante, puisqu'on n'a pas besoin de plaire à des fonds d'investissement, on n'a pas besoin de se montrer plus beau qu'on est. Voilà, on est ce qu'on est, on est fier de ce qu'on est, et surtout l'actionnaire il sait faire le dos rond dans des périodes difficiles, et il sait passer les étapes, et il sait que voilà, enfin, ça fait 15 ans qu'on est chez Voltec, on a eu des hauts, on a eu des bas, mais on est toujours là. Et je pense que si aujourd'hui on est encore là, c'est principalement à cause de notre modèle qui est celui d'une société familiale.
Le deuxième sujet qui me paraît absolument essentiel est celui de l'innovation. Enfin voilà, à nouveau pour réussir, quels sont les critères de réussite pour les entreprises, puisque aujourd'hui, et notamment dans le solaire, on est dans un domaine technologique. Il n'y a pas une seule société dans le solaire qui ne soit pas leader sans avoir une innovation technologique. Et c'est vrai aussi pour les sociétés chinoises, c'est vrai pour les sociétés d'où qu'elles viennent. Une société aujourd'hui se développe parce qu'elle est leader technologique. Et très souvent, quand vous regardez les entreprises qui sont plutôt en décroissance, c'est les sociétés qui perdent des parts de marché parce qu'elles sont en retard technologique et parce qu'il manque l'innovation. Et donc l'innovation doit vraiment être au cœur de la stratégie des sociétés. Et je suis assez critique sur la manière dont on voit l'innovation en Europe, puisque en Europe, on ne voit d'innovation que de rupture. Si on n'est pas en rupture, c'est pas une innovation. Et dans le solaire en particulier, la Chine a conquis le marché en augmentant de 14 mm la taille des plaquettes. Enfin voilà, une augmentation de 14 mm de la taille d'une plaquette qui fait 15 cm, ce n'est pas une innovation de rupture, mais ça leur a permis de conquérir le marché. Donc je pense qu'il faut arriver à avoir beaucoup d'humilité aussi dans notre réflexion vis-à-vis de l'innovation. Alors l'innovation de rupture, c'est toujours mieux. C'est d'ailleurs aussi ce qui est cité dans le livre que j'ai cité en référence. On parle beaucoup d'innovation de rupture, c'est ce qu'il y a de mieux pour créer un géant. Mais ça marche aussi de faire de la petite innovation, et je pense qu'il faut arriver justement à garder beaucoup d'humilité vis-à-vis de ça. Et je pense qu'on a cette chance en Europe d'avoir ce prisme environnemental, ce prisme du net zéro, parce que il y a beaucoup d'innovations à faire sur cette partie environnementale, et c'est un chapitre sur lequel on a réellement une avance très forte en Europe, puisqu'on l'a déjà intégré un petit peu dans nos gènes. Et j'en prendrai l'exemple. Alors on a parlé un peu plus tôt de scope dans les entreprises. Alors c'est peut-être aussi un biais de l'entreprise familiale, mais en fait quand j'ai découvert cette histoire de scope, le scope 1, scope 2, scope 3, j'ai été choqué parce que pour moi il y a presque une notion de greenwashing dans ces scopes, parce que si on réduit l'empreinte de ce qu'on fait à juste ce qui est dans l'usine et qu'on regarde pas ce qu'il y a avant et qu'on regarde pas ce qu'il y a après, c'est pas du travail. Et en fait, l'entreprise familiale, elle ne se pose pas la question. On regarde depuis l'extraction jusqu'au recyclage. Alors, c'est peut-être plus facile pour les panneaux solaires que pour le pétrole, mais toujours est-il qu'on va vraiment toujours englober la totalité, et on considère effectivement, c'est la responsabilité de l'industriel qui met un objet sur le marché, de regarder qu'est-ce qui s'est passé avant, et surtout ce qui se passe après, et comment est-ce qu'on va faire pour être circulaire. Et donc, voilà, ça fait un petit peu lien avec cette notion d'innovation où il y a énormément de choses à faire dans la circularité. Et quand on va chercher finalement la circularité jusqu'à son essence, on se rend compte qu'on fonctionne forcément par circuit court, puisque on prend les ressources localement là où elles sont, on les installe localement, et on s'occupe de son recyclage et de sa revalorisation localement. Je prends souvent cet exemple pour ne pas citer mes confrères asiatiques. Moi, je serais bien gêné si je devais exporter mes panneaux au Pérou. Parce que je ne saurais pas comment faire dans 20 ans pour aller les récupérer et pour aller m'occuper des composants qui le recyclent. Donc, pour moi, l'exportation implique le fait qu'on ne s'occupe pas très bien des ressources, sauf à avoir une multinationale avec des bureaux dans tous les pays, évidemment. Merci pour ce partage, Lucas Weiss. Et ça nous permet de passer à Pascal Richard. Alors, Pascal Richard, vous êtes président du syndicat Aura Digital Solaire, Aura pour Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi vous êtes vous-même entrepreneur et actionnaire de plusieurs entreprises dans le solaire, en France et en Europe. Alors, quelle est la dynamique du solaire en Auvergne-Rhône-Alpes? Comment est-ce que vous expliquez cette tendance? Et comment renforcer un sujet qui vous est cher, je le sais, qui est le compagnonnage public-privé pour enclencher un cercle plus vertueux? Bon, merci à vous tous d'être présents, merci pour la question, et puis merci d'être passé avant moi, c'est toujours plus facile de passer à la fin. Je ressens aussi un grand plaisir d'être assis à peu près au même endroit où Barack Obama était assis il y a 2 jours, mais je ne serais pas capable de refaire un discours similaire. En revanche, je regrette juste qu'on parle en français et ce soit écrit en français, alors qu'il y a des gens qui ne parlent pas français, ils ne lisent pas le français. Mais je continuerai ce discours en français. Je tiens aussi à saluer une personne qui m'est chère
et je pense que sa ville l'est chère, c'est le maire de Chamonix, que je découvre ici au premier rang, Monsieur Fournier, qui, quelque part, sans faire de politique, je suis apolitique dans mon discours, représente et a toujours représenté pour moi l'équivalent de la fonte des banquises, mais à portée de main. C'est un bijou auquel on assiste à son érosion, et le grand travail qui est fait par ce grand monsieur qui a été vice-président de la région en charge de l'énergie et du climat, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler pendant quelques années dans le cadre de mes fonctions syndicales, a été d'une grande utilité, et voilà, je voulais dire qu'il y a des personnes ici qui sont très concernées, donc on va faire un tour avec moi sur les territoires. On va aller sur le terrain, et en l'occurrence en région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que c'est là que je suis basé, et j'ai le plaisir d'être là aujourd'hui, mais j'ai aussi l'immense honneur de représenter toutes les entreprises qui font partie de ce syndicat professionnel. Il y en a 111, donc ça représente environ 2500 emplois, 1 milliard et des poussières de chiffre d'affaires sur toute la chaîne de valeur. Un peu d'industrie, on en voudrait plus. Et tout ça jusqu'à de l'installation, de la maintenance, et on a le plaisir d'avoir des grands centres comme le centre le CEA, l'INES, 400 chercheurs dans le solaire, un grand centre de formation, des sièges comme Sungro, des sièges comme SMA, enfin on a beaucoup d'activités liées au solaire, et le solaire est une des contributions à la question qui est posée du net zéro, mais je pense que c'est un contributeur important de par sa rapidité d'exécution, tant est qu'on arrive à bien se comprendre entre différentes parties. Donc, on fait face à un phénomène dans notre secteur qui est la conjoncture de deux facteurs. L'une venant en fait d'obligations légales qui obligent de plus en plus les entreprises à s'équiper, on va dire les choses simplement, en panneaux solaires pour produire une partie de leur électricité par de l'énergie solaire. Et ceci va de plus en plus en croissance. Et de l'autre côté, on a eu cette grave crise, cette guerre en Ukraine, qui est venue impacter directement la volatilité, le prix de l'électricité. Et ces deux facteurs ont fait réagir une nouvelle demande pour nous, Solaris, qui s'appelle les entreprises. En général, dans le solaire, avant la guerre en Ukraine, avant le Covid, on installait du solaire sur des hangars agricoles, sur des terrains au sol, sur des endroits où quelque part on injectait beaucoup sur le réseau sans se soucier vraiment de la consommation que l'on avait en dessous. Alors je ne veux pas en faire une généralité, mais c'est un fait, cette nouvelle demande a émergé, et on peut se retrouver dans la vallée de l'Arve, qui est très concernée par des problèmes de pollution, avec une industrie du décolletage, une industrie de l'automobile, tout comme d'autres industries dans la fonderie. Et ces sociétés-là viennent demander aux entreprises du solaire des solutions pour les aider à avoir accès à une énergie compétitive, propre et locale. Et les entreprises du solaire, elles doivent apprendre à communiquer avec ces entreprises. Il ne s'agit pas de badigeonner du solaire sur des toits, il faut aussi comprendre les processus industriels. Donc on change de métier, on rentre dans le monde de l'énergie, et plus uniquement de la production de l'énergie. Là-dedans, ce qu'on voit, c'est que la dynamique nationale, si on prend la France dans le solaire, a eu un impact à l'échelle de tous les territoires. Les subventions, les obligations, les contraintes, disons-le ainsi, ont forcé. Et donc, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il est clair qu'il y a une dynamique extrêmement positive qui est issue d'une politique nationale, mais qui n'empêche pas de devoir être relayée par une politique territoriale qui vient faire, j'ai envie de dire, le dernier kilomètre pour justement adresser ces problématiques qui ne sont pas inscrites dans la loi. Dans la loi, on nous dit qu'il faut faire ça, mais on ne nous dit pas comment il faut le faire. Donc on doit décrypter, on doit apprendre, et on doit se rapprocher de cette nouvelle demande. Donc ce compagnonnage dont vous parlez, il existe avec le monde agricole, dans le solaire, il existe avec d'autres facteurs, mais là on parle des entreprises. Et donc de dire qu'une entreprise va avoir ou exprimer des besoins, déjà pour elle c'est difficile. Elle ne sait pas
comment ou par quel bout prendre. Alors toutes les entreprises ne sont pas aussi grande ou structurée que peut l'être un groupe comme Ponticelli, si je prends votre exemple, mais des ETI de taille intermédiaire. Et donc, je crois qu'il y a un rôle collectif à jouer sur le territoire entre des acteurs du solaire, des acteurs industriels ou des PME, et puis des acteurs publics qui vont venir aider à financer, par exemple, des études de niveau 1 pour que des entreprises puissent au moins prendre conscience de ce qu'ils doivent faire sans avoir à payer tout de suite 20 ou 50 000 ou 100 000 euros une étude, ou se retrouver face à un vendeur. J'assume de dire ce nom, mais en même temps, le vendeur, il est là parce qu'on a besoin de lui. Et l'entreprise a besoin d'avoir cette espèce de tiers de confiance entre lui et l'offre. Et quand on prend cette dynamique et on se rend compte qu'en fait, il y a une adéquation totale pour contribuer à l'atteinte du net zéro, c'est que la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 64 TWh d'électricité par an de consommation en 2022. Si je prends deux segments, je vais prendre l'industrie, et vous savez très bien que la région Auvergne-Rhône-Alpes est la première région industrielle de France, c'est 13 TWh par an d'énergie électrique. Le transport 12, 2 issus de l'électromobilité, donc ça grimpe, on voit que ça bouge dans les mix, et le solaire c'est 2,3. Voilà, c'est 2,3 aujourd'hui. On est venu faire ces 3 dernières années ce que l'on a fait en 15 ans, et donc on est sur cette dynamique qui aujourd'hui représente un volume, je ne vais pas rentrer dans des chiffres trop techniques, mais c'est pour illustrer, qui est quand même de l'ordre de 500 MW par an, ce qui est impensable à l'époque où on en parlait en 2018. Et donc, la politique régionale, les schémas régionaux énergétiques vont probablement être atteints si rien ne vient empêcher le cours des choses de se passer, et probablement être dépassés. Et donc, les entreprises du solaire sont confiantes, les entreprises consommatrices vont chercher et cherchent déjà une façon de s'approvisionner en électricité propre, abondante, locale, compétitive. Et nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut que ces entreprises, elles clarifient leur demande. Il faut qu'elles se constituent, disons, comme un off-taker, plus précis dans sa demande. Parce qu'on fait peut-être 500 MW par an, mais on peut le doubler. On peut aller plus loin. Rien ne nous empêche de faire mieux. Et on peut faire mieux. Il faut qu'ils clarifient leurs besoins, leurs attentes, grâce au tiers de confiance qui va les aider aussi à y voir plus clair pour que nous, dans ces conditions-là, entreprises du solaire, nous soyons en capacité d'avoir de la visibilité et d'investir dans des ressources, d'investir dans du savoir-faire, d'investir dans des technologies, d'investir dans... Et c'est ça qui va, à terme, si vous voulez, aussi créer une dynamique supplémentaire, positive, constructive, où on a tout à apprendre l'un de l'autre. Et là-dedans, comme il y a des industriels ici autour de cette table, c'est aussi un élément essentiel à donner l'opportunité à ses clients, de donner l'opportunité ou le choix des produits qui seront intégrés sur leurs produits. Rien n'empêche d'acheter des produits chinois. On doit pouvoir leur donner la possibilité d'avoir aussi des panneaux européens. Et donc, j'appelle, et nous appelons de nos voeux, un grand effort de la part de la parole publique pour venir travailler au plus près des entreprises consommatrices, qu'elles soient électro-intensives, qu'elles soient de taille intermédiaire ou de plus petite taille, pour qu'on travaille vraiment à une production locale d'électricité propre, accessible et compétitive, à une échelle qui ira au-delà des objectifs et qui sera tout à fait possible par la façon dont la réaction des entreprises du solaire auront d'investir pour y répondre, et on n'attend que ça. Merci Monsieur Richard. Alors, vous vous êtes fait le porte-parole des non-francophones à propos des sous-titres, ce qui me permet de partager l'information que si vous scannez le QR code, vous pouvez avoir le texte traduit en anglais. Très bien. Alors, avant de passer aux questions du public, est-ce qu'il y a des réactions parmi les panélistes ou des compléments d'information que vous souhaiteriez ajouter? Oui.
Je vous remercie pour vos témoignages. J'ai trouvé vraiment très intéressant ce partage de vos expériences, d'une part par votre secteur, puisque vous êtes des fournisseurs de solutions, mais aussi chacun en tant qu'entrepreneur. Et je retiendrai peut-être 2 éléments qui alimentent, nous, notre quotidien dans l'accompagnement d'entreprises, d'autres secteurs évidemment, dans cette transition. Le premier point, je pense que vos témoignages montrent le fait qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une dynamique nécessairement coopérative, de collaboration. Et atteindre le net zéro ne se fera pas... Enfin, en tout cas, une entreprise ne pourra pas prétendre être net zéro toute seule. Et ce chemin et cette transition va se faire la main dans la main, parce qu'on est tous un maillon de la chaîne. On apporte des solutions à d'autres, d'autres vont apporter d'autres solutions, et on voit aussi la limite de l'exercice de cette fameuse action sur le scope 1, scope 2 et scope 3, et qu'il faut avoir cette vision plus large. Deuxième, donc voilà, la dimension collaborative, moi, elle me semble vraiment intéressante, et c'est pas un mot qu'on a utilisé dans ces témoignages, mais c'est quand même une révolution finalement, cette ambition de net zéro, pour repenser nos systèmes de coopération au sein des secteurs, au sein de nos chaînes de valeur, et puis aussi avec nos clients et nos investisseurs. Ça, c'est le point hyper intéressant, parce qu'effectivement, les actionnaires jouent un rôle majeur. On le voit, nous, les entreprises, effectivement, avec des modèles d'actionnariat familiaux, ont une certaine autonomie, une certaine indépendance dans l'action que n'ont pas certaines entreprises qui ont une pression de court-termiste donnée notamment par les marchés financiers. Et le deuxième point que je trouve intéressant dans vos témoignages, la collaboration et la coopération, c'est celui de la transformation. Lorsque l'entreprise cherche elle-même à s'engager vers du net zéro au travers de ses actions de sa feuille de route, scope 1, scope 2 et scope 3, on voit bien que vous disiez on n'y arrive plus, on est bloqué, et nous, c'est le témoignage qu'on a et les observations qu'on fait avec nos clients. En fait, aujourd'hui, quand on met bout à bout tout ce qu'on peut faire, dont de l'énergie solaire, eh ben, on arrive à peu près à 50% de l'atteinte de l'objectif. En fait, on est au milieu du chemin, et il reste toute la suite du chemin à parcourir en termes de réduction d'émissions, de décarbonation. Et ben, l'enjeu, c'est de savoir comment on va y arriver. Et on est aujourd'hui dans cette réflexion de dire comment on peut faire évoluer aussi les modèles d'affaires, introduire davantage de circularité, repenser ces logiques de volumique, rentrer plus dans des logiques de nouveaux business models sur du serviciel, voilà. Et on en est vraiment à cette dimension nouvelle du net zéro, de dire il ne s'agit pas simplement de réduire simplement les consommations, il faut aussi réfléchir à finalement comment on va créer de la valeur, puisqu'on est des entrepreneurs, et c'est aussi c'est la puissance de l'entrepreneuriat, du rôle des entreprises, qu'on doit imaginer ce chemin. Voilà ce que m'a inspiré vos témoignages. Merci. Merci, Émilie Alberola. Oui, Stéphane Lasserre. Je voulais juste rajouter. C'est bon. Un des sujets ou une des réponses, c'est la réindustrialisation de la France, hein, et pas que dans le solaire. En règle générale, je pense que c'est un vrai sujet à prendre en compte, puisque nous, on n'a pas un problème. Enfin, le scope 3, les entreprises familiales, on sera tous obligés de les compter un jour ou l'autre. C'est pas que l'énergie qui pose problème aujourd'hui, c'est toute la matière première qu'on a et qu'on n'a plus en France. Et je pense que les deux sujets, il faut les mener de front. Il ne faut pas dire je fais l'un et après je verrai l'autre, ou je fais l'autre et après je verrai l'un. Je pense qu'il faut d'abord réindustrialiser. Peut-être qu'on aura un pic de production de CO2 ou d'émissions, d'accord ? Il faut peut-être l'accepter pour accélérer encore plus vite vers le net zéro en 2050. On ne sera pas sur une courbe plate, enfin une droite parfaite, décroissante. Je pense qu'il y en aura à un moment donné un pic, et il faut que tout le monde l'accepte, ce pic aussi. Merci. Est-ce qu'il y en a des questions dans l'audience que vous souhaitez adresser aux panélistes? Je ne vois pas de main levée. Ah, si, j'en vois une là-bas. Ouais. Bonjour, merci beaucoup. Rémi Bérard, étudiant à l'EPF. J'ai une question du coup pour vous tous. Comment votre volonté de net zéro, ce cap, cette vision long-termiste, se décline en interne chez vous? Plus qu'une stratégie, est-ce qu'il y a un réel intérêt de coopération, de collaboration pour vos salariés? Et est-ce que la stratégie est-elle vraiment claire? J'ai écouté le fait qu'on n'a pas besoin de raison d'être pour que nos salariés puissent se savoir engagés dans la transition, et j'aimerais que vous puissiez réagir vis-à-vis de ça.
Enfin, moi, je peux intervenir déjà. Comme je l'avais expliqué pendant ma présentation, en fait, nous, on s'est déjà engagé à long terme. Hein. On a décidé d'être net zéro, enfin, d'être neutre en émissions au niveau de la production dès 2028. Donc, à 5 ans, on a déjà une image claire. Ensuite, d'impliquer justement les autres acteurs en impliquant tous nos fournisseurs et nos partenaires et en les aidant à pouvoir devenir aussi neutre en carbone. Donc on a une autre étape en 2038. Et enfin, en 2048, on s'engage tous ensemble, donc nos usines, nos sites et aussi tous nos partenaires à être nuls en émissions carbone en 2048. Donc on a un agenda sur 25 ans qui est défini et qui va nous permettre de travailler ensemble pour y arriver. Un agenda à long terme. Juste chez Ponticelli, rapidement, on a nous deux axes de travail. Le premier, bon, on a une feuille RSE comme tout le monde dans laquelle on s'est engagé à atteindre le net zéro en 2050. Mais on est beaucoup plus humble d'ici 2030. On dit que nos émissions, on doit les diminuer de 20% entre 2023 et 2030. Essentiellement, on va travailler, il faut être pragmatique sur le scope 1 et le scope 2. Hein. Donc voilà, donc on travaille là-dessus. On travaille sur la mobilité douce aussi de tous nos salariés, qui sont des gros pourvoyeurs dans la partie scope 3. Dans nos achats, on a une politique achat maintenant dans laquelle on privilégie les circuits courts. On perd des affaires à cause de ça, mais c'est une vraie volonté familiale, puisque la société a un peu plus de 100 ans, et la demande des actionnaires, c'est de continuer 100 ans de plus. Et parallèlement à ça, on a un comité prospectif. Donc le comité prospectif, vous le chercherez sur Internet, c'est pas de la prospection, hein, c'est vraiment regarder la prospective, imaginer des futurs, possibles ou pas, dans lequel on a 7 jeunes salariés du groupe, moitié hommes, moitié femmes. Donc avec 7, c'est ou 3 ou 4 et 3. Issus de milieux complètement différents, de pays différents, puisqu'on a cette chance-là aussi d'avoir des gens qui sont en Amérique du Sud, d'autres en Afrique subsaharienne, en Afrique du Sud, au Qatar ou autre, en Europe, et qui regardent un petit peu aussi la feuille de route du groupe, et qui, tous les trimestres, le comité de direction générale, on planche devant eux en leur disant voilà où c'est qu'on est, voilà où c'est qu'on va aller, voilà les clients, et qui ont un droit de veto quand ils considèrent que certains projets ne sont pas dans la ligne directrice qu'on avait fixée dans nos statuts initiaux. Et bon, jusqu'à présent, ils nous ont mis 2-3 stops et je pense qu'ils ont bien fait. Et on n'a pas été sur ces projets-là qui, en plus, ces projets, ils ont capoté, donc on aurait pu y perdre en plus de l'argent dessus. Donc je pense qu'il faut vraiment inviter toutes les populations et je pense que les jeunes, ils ont envie d'être acteurs là-dedans. Il faut juste leur donner un petit peu les moyens et de se prononcer et de les écouter surtout. Oui, donc pour répondre effectivement sur cette notion de stratégie, je pense que alors il y a beaucoup de facilité hein, quand on fabrique des panneaux solaires en France, parce qu'on coche énormément de cases. On coche la case de l'industrie, de la souveraineté, de la fabrication locale, du circuit court, de l'environnement, etc. Donc on a déjà de manière assez naturelle des facilités en termes de positionnement et d'accord avec les valeurs. Et d'ailleurs, enfin voilà, on est localisé en Alsace où globalement il y a de la tension sur l'emploi. Enfin beaucoup d'entreprises autour de nous ont du mal à recruter et c'est pas du tout notre cas puisque effectivement, enfin voilà, c'est plus simple de recruter quand on fabrique des panneaux solaires que quand on fabrique des pesticides. Donc on a cette facilité effectivement. Ensuite, je pense que être industriel aujourd'hui en France, il y a une vraie, c'est presque du militantisme. Enfin, c'est un combat de tous les jours, une bataille de tous les jours, puisque on est face à l'Asie, à la Chine, qui est en train de développer très massivement sa croissance et son économie sur les objets liés à la transition énergétique. Et ils génèrent une surcapacité et ils sont très rapides. Ils sont beaucoup moins chers, ils sont très performants. L'argent tombe un peu du ciel. Hein, voilà, ils ne sont pas obligés de lever des fonds pour investir dans des grandes usines. Les usines se font un petit peu d'elles-mêmes et il y en a beaucoup qui se font.
Et donc, effectivement, aujourd'hui, il y a un vrai besoin, ça a été rappelé, de réindustrialiser, de ramener l'industrie. Et c'est un combat tous les jours parce qu'il faut arriver à convaincre le bien fondé. Il y a aujourd'hui énormément de voix en Europe qui disent mais ne faisons pas d'industrie en Europe, puisque effectivement, ça génère un pic de CO2. Autant laisser faire les autres. Le pic de CO2, comme ça, il sera sur un autre continent. Et puis, il serait beaucoup plus simple de passer au net zéro sans avoir d'industrie, quelque part. Donc voilà, il vaut mieux ramener et ne pas exporter nos émissions. Il vaut mieux ramener les émissions et faire ça localement. Ensuite, pour répondre de manière très concrète sur la manière dont ça se passe en termes de stratégie à l'intérieur de l'entreprise, on a démarré assez tôt, c'était autour de 2014, une stratégie d'éco-conception. On l'avait intitulé comme ça. Enfin voilà, le terme net zéro n'était pas encore à la mode il y a 10 ans. Et le principe de l'éco-conception, il y a une notion un petit peu de chemin de croix, c'est-à-dire on va commencer par faire une analyse de cycle de vie complète, intégrant évidemment l'ensemble des scopes. Et le principe, voilà, on fait une photographie de la société, on regarde où sont les impacts, et ensuite on prend le premier de la liste, et on regarde comment est-ce qu'on peut agir dessus. À titre d'exemple, on avait, alors assez tôt dans l'histoire européenne, alors il y a eu différentes crises de l'industrie photovoltaïque, mais on a perdu nos principaux fabricants de cellules en Europe autour de 2012-2013. Et du coup, on doit faire venir les cellules d'Asie. Voilà, alors on a longtemps pu travailler avec du silicium européen, mais enfin voilà, les cellules devaient être transformées en Asie. Et la cellule photovoltaïque, c'est un objet qui est très léger, hein, c'est du 150 microns d'épaisseur, et c'est un objet qui est assez onéreux, puisque voilà, c'est plus le cas aujourd'hui, mais ça a coûté jusqu'à 5 € la plaquette. Aujourd'hui, on est beaucoup moins cher, on est plutôt sur du 40 centimes la plaquette. Mais un objet qui est léger et onéreux, a priori en termes de mode de transport, on va privilégier l'avion, puisque c'est des sommes importantes qui sont mobilisées. En plus, c'est léger, donc c'est assez simple. Et le transport maritime est plutôt employé pour des objets qui sont volumineux ou qui sont relativement lourds. Enfin voilà, c'est la logique du transport international. En faisant la première analyse de cycle de vie de notre société, autour de 2014, on s'est rendu compte que le poids carbone du transport aérien des cellules qu'on utilisait était supérieur au poids carbone de l'usine dans sa totalité. On était pratiquement à 2 fois le poids carbone de l'usine. Voilà, donc on ne s'est pas posé trop de questions, on a supprimé le transport aérien, mais ça nous a pris 3 ans puisqu'il a fallu trouver un nouveau mode de transport, il a fallu travailler sur le conditionnement, travailler sur les aspects financiers puisque du coup il y avait énormément d'argent qui était mobilisé. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait pour arriver à agir là-dessus. Et alors voilà, on va effectivement agir aussi sur l'installation d'énergie renouvelable. Sur les fournisseurs, on va trouver des fournisseurs qui sont décarbonés. Alors on a développé, c'était autour de 2017-2018, on a développé le panneau photovoltaïque en silicium cristallin qui avait l'empreinte carbone la plus faible au monde. Et on l'a fait en allant trouver des fournisseurs, notamment en Norvège, qui travaillaient avec des usines qui employaient l'hydroélectricité. On a travaillé à partir de cette période aussi sur le recyclage du silicium pour réduire son empreinte environnementale. Et effectivement, voilà, donc le principe de l'éco-conception, c'est vraiment de travailler, on regarde qu'est-ce qui a le plus d'impact et on agit là-dessus. Donc on a ces espèces de matrices de décision qui disent, voilà, il y a les choses urgentes et très impactantes, et c'est là-dessus qu'il faut avancer. Et effectivement, le recyclage dans les bureaux, voilà, on a une dizaine de personnes dans les bureaux et souvent les gens viennent et ils disent mais vous avez pas des poubelles de tri. Non, il n'y a pas de poubelles de tri dans nos bureaux, donc voilà, quand on a des déchets plastiques, on les emmène à la maison, mais en fait c'est pas là où est l'impact dans la société. Donc à nouveau, je pense que c'est très important de travailler sur les actions qui sont impactantes et pas forcément sur des actions qui sont symboliques. L'idée, c'est pas à nouveau de faire croire qu'on fait bien, c'est de faire étape par étape et d'avancer et d'être à nouveau en phase avec ces valeurs. Merci. Élise, vous souhaitiez réagir ?
Oui, juste rapidement sur ce besoin de réindustrialisation que vous avez mentionné, c'est vrai que ça va nous coûter un pic, mais ça a aussi un gros avantage et un gros plus, c'est qu'on peut concevoir dès le début un projet et des projets d'industrie qui seront plus vertueux, plus verts. Donc nous, c'est aussi ce que je mentionnais au début dans la conception. Vous parliez de taxonomie verte, c'est des choses qu'on prend en compte dès la conception vraiment de nos bâtiments et de notre usine et de nos modes de fonctionnement. Et c'est vraiment une richesse aussi que ça va pouvoir apporter à notre industrie sur sa pérennisation et ces nouveaux modes de fonctionnement qui vont être très riches pour nous dans le futur. Donc c'est vraiment aussi, je pense, un axe de croissance et de développement qui va être très important pour nous à l'échelle européenne. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public? Ouais. Oui, allez-y. J'avais juste une question, c'était concernant justement la statistique que vous avez donnée, Madame Alberola, c'est ça? Vous dites que si on fait la décarbonation plus la contribution en tant qu'entreprise Scope 1, Scope 2, Scope 3, voire Scope 4, on arrive seulement à 50% de la contribution qu'on a au net zéro global. Mais donc du coup, le 50% restant, donc là, c'est tout ce qui est lié à SBTI, on va dire tout ce qui est fait au niveau macro, vraiment les grosses réglementations en tant qu'entreprise sur lesquelles on peut avoir un impact, ou qu'est-ce que vous entendez par là? Mon propos portait sur l'action des entreprises. Et effectivement, on accompagne de nombreuses entreprises à définir leur trajectoire Science-Based Target. Donc les entreprises définissent leur trajectoire de réduction d'émissions, identifient les grands postes de réduction d'émissions, engagent des feuilles de route pour décarboner l'usage d'énergie plus renouvelable, la réduction d'émissions lors de processus de production, l'usage de l'énergie dans l'ensemble des bâtiments, tout y passe. Quand on ajoute l'ensemble du plan d'action qu'on construit avec l'entreprise d'aujourd'hui, 2023, jusqu'en 2050, on arrive entre 40 et 50% de réduction d'émissions, ce qui est déjà vraiment très important, mais ce qui n'est pas à la hauteur des enjeux, puisque l'enjeu des trajectoires Science-Based Target, pour contribuer et être aligné à la science, c'est d'atteindre à peu près 90% d'émissions, de réduction d'émissions d'ici à 2050. Donc, comment une entreprise peut arriver d'ici 2050 à réduire de 90% de ses émissions et ainsi être net zéro, contribuer au net zéro mondial. Voilà, c'est le constat que je partageais et qu'on partage avec nos clients et qu'on partage, pas qu'EcoAct, collectivement sur cet enjeu de net zéro. Donc ça veut dire qu'il va falloir aussi considérer qu'on ne va pas continuer d'ici à 2050 à faire les choses de la même manière. Il va falloir introduire davantage de circularité, repenser certains circuits de production. Il va falloir aussi renoncer, ça c'est un chantier aussi assez important, la question de la sobriété. Est-ce qu'on a besoin de tout en termes d'entrants dans les circuits de production, mais aussi en termes d'output de circuits de production? Est-ce que tous les biens qui sont fournis aujourd'hui sont nécessaires à notre bonheur, j'ai envie de dire. Voilà, c'est des interrogations qui sont engendrées aussi par cette réflexion sur le net zéro, sachant que l'objectif, c'est vraiment de rendre compatible tous les flux physiques, tout l'usage qu'on a des ressources naturelles de notre planète avec cette ambition de stabilité de notre climat. Voilà, j'espère répondre à votre question. Et pour illustrer le propos, nous, on est à 38%. Nos émissions sur lesquelles on peut réellement faire quelque chose. Le reste, c'est nos achats. Et donc, il faut vraiment qu'on cherche à se diversifier à condition de trouver ces achats proches de zéro, quoi. Et moi, pour ajouter, je dirais qu'en fait, aujourd'hui, on a des solutions, certaines solutions qui sont en cours de développement et qui ne sont pas encore optimales. On commence à parler de l'hydrogène, par exemple. Et aujourd'hui, en fait, l'utilisation de l'hydrogène, ça implique un nombre de transformations qui est trop important, en fait. Et comme à chaque transformation, on perd une partie de la production. Donc, en fait, c'est vraiment la recherche qu'on va continuer à faire dans les années à venir et la collaboration entre les différents secteurs d'activité et les entreprises qui va nous permettre de trouver des solutions techniques, parce que je pense que l'essentiel des solutions seront des solutions techniques, des pas en avant au niveau technique, de pouvoir retrouver de nouveaux moyens et de nouvelles façons d'arriver à avoir des sources complètement décarbonées. Et un peu de sobriété. Et un peu de sobriété, bien sûr. Alors, pour ma part, j'avais une question également pour vous, puisque monsieur Richard, sur votre intervention, vous soulignez la nécessité de ce compagnonnage public-privé,
que les acteurs privés fassent mieux comprendre leurs besoins aux acteurs publics et que les acteurs publics soient là, présents pour soutenir le développement du solaire. Et Monsieur Lévesque et Monsieur Weiss, vous faisiez allusion en 2012 un peu à ce stop and go fiscal, hein, ces aides qui avaient été données et qui s'étaient brutalement arrêtées pour les panneaux photovoltaïques. Est-ce qu'aujourd'hui, plus de 10 ans après, alors que le réchauffement climatique est toujours plus prégnant, est-ce que vous pensez qu'un tel stop and go qui serait du coup très très délétère pour la nécessité qu'ont les industriels de pouvoir se projeter dans le temps, est-ce que ça pourrait encore arriver? Et je me pose vraiment la question parce qu'on voit que sur la dimension de... Enfin, il y a des choix budgétaires qui ont été faits récemment sur tout ce qui est rénovation thermique, un budget d'1,6 milliard qui est passé à 600 millions, donc rapidement sur l'autel des économies. Donc, est-ce que vous êtes plus confiant que ce stop and go fiscal du début de la dernière décennie ne se referait pas dans cette optique d'un meilleur compagnonnage justement public-privé? Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, peut-être juste un commentaire. Je pense qu'il y a des améliorations qui sont faites, mais on voit toujours... D'abord, c'est la longueur de la prise de décision, en général, qui sont très, très longues. Et qui, par exemple, aujourd'hui, on a un bon exemple. Un peu, c'est la crise agricole, hein, dont on parle depuis 1 mois et demi. Et on a parlé éventuellement de l'agrivoltaïsme qui pouvait se développer. Mais en fait, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'agriculteurs, de professions agricoles qui seraient prêts à s'y lancer. Mais on n'a pas une vision claire, en fait, sur les années à venir. Et donc, finalement, les gens aujourd'hui attendent. Donc ça, c'est un exemple, mais il y en a des tas d'autres, hein, dans l'industrie, dans d'autres domaines. Donc ça reste toujours difficile, parce qu'on n'arrive pas à avoir de vision à long terme, et parce qu'il y a trop de changements, en fait, qui créent l'incertitude. Moi, si je peux lancer un message peut-être positif d'un point de vue de la réindustrialisation verte et des énergies vertes, moi je vois quand même un mouvement aujourd'hui qui est quand même positif à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la France, avec des fonds qui sont libérés aussi et qui aident et qui accompagnent ces mouvements-là, des volontés politiques aujourd'hui qui demandent une concrétisation mais qui vont dans un sens pour accompagner aussi ces décisions, et c'est des choses sur lesquelles toute la filière solaire s'active pour aussi faire des choses qui avancent dans ce sens-là. Après, voilà, il faut encore transformer l'essai, mais je pense que les signaux aujourd'hui sont plus présents, que nos politiques aussi ont pris sur la question de la réindustrialisation conscience avec la guerre en Ukraine, avec la crise du Covid qu'on a vécu, de ce besoin de relocaliser l'industrie. Et aujourd'hui, il y a quand même eu cette réalisation qu'il faut concrétiser. Bien sûr, on va être sujet aux potentielles fluctuations politiques, et ça faudra voir voilà, les prochaines élections, ces choses-là, comment ça va se dérouler. Mais aujourd'hui, moi, je reste confiante sur notre avenir et sur cette volonté de réindustrialisation. Oui, moi je veux bien faire un zoom out par rapport à la région et reprendre une casquette un peu plus internationale, et parce qu'on parle de réindustrialisation, et c'est sûr que c'est quelque chose qu'il faut le dire, c'est pas gadget, en tout cas dans le solaire. Il y a la rapidité d'exécution, il y a la compétitivité, il y a le côté systémique des choses. On met pas des panneaux pour produire, on met des panneaux pour avoir des usages cumulés et essayer de trouver de la cohérence entre un balancing entre l'offre et la demande. Mais on parle de technologie de décarbonation, donc de produits manufacturiers ou de solutions industrielles qui vont permettre la décarbonation. Et à côté de ça, on a un tissu industriel qui, lui, va produire des biens manufacturiers alimentaires, automobiles et autres qui eux, ne sont pas voués à décarboner, hein. La décarbonation, l'industrie liée à la décarbonation, donc vulgairement, les éoliennes, les hydrolyseurs, les batteries, les panneaux solaires, d'ici à 2050, pour qu'elles permettent de contribuer pleinement au net zéro, c'est 9 trillions d'investissements en dollars par an. Aujourd'hui, on est à peu près à 2,5, je crois. Et tout est concentré en Asie. Donc depuis, en effet, la guerre en Ukraine, en particulier la sortie du confinement, il a été de bon ton de parler de diversification, voilà, il fallait diversifier pour éviter un risque de concentration qui se trouve à un seul endroit pour, en gros, la majorité de ce qui est produit en termes de technologie de décarbonation. Et donc, on a vu apparaître ces programmes en Inde, au Japon, aux États-Unis avec l'IRA, en Europe avec le NZIA, qui est
très bonne démarche, mais qui doit aller un peu plus vite et un peu plus fort pour que des projets tels que Holosolis et d'autres se réalisent, mais aussi soutiennent l'industrie existante. Peut-être rappeler ce qu'est le NZIA. Mais là où je veux en venir, c'est que cet aspect de réindustrialisation est essentiel pour qu'on s'approprie les solutions technologiques qui permettent la décarbonation par la technique, là je parle, hein, par la technologie, aussi chez nous. Et en Europe, tout ne se passera pas uniquement en Allemagne, tout ne se passera pas uniquement en France, tout ne passera pas, même si BYD s'installe en Hongrie. Donc il va falloir trouver une façon de coopérer. Et moi aussi, j'ai envie de porter un espoir, une note positive, une note d'espoir, en disant que quand même, chaque pays est capable d'apporter ses plus et ses moins, ses SWOT, et de dire, bah, moi je vais prendre cette partie de la chaîne, moi je vais prendre cette partie de la chaîne pour éviter de rentrer en fait, dans une compétition par la prédation, mais plutôt par l'émulation. Et ça, l'Europe, elle a une chance inouïe de pouvoir le provoquer pour rapatrier une partie de l'offre à venir qui n'existe pas encore et offrir le choix et rapatrier une partie de rapatrier environnementalement une partie de notre empreinte. Et c'est tout à fait possible. Voilà, moi, j'y crois profondément. Et donc, c'est dans ce sens que l'industrialisation est essentielle. Et on a les conditions d'un marché. L'Europe n'est pas qu'un tiroir-caisse qu'il paye des solutions qui viennent d'ailleurs et qui, le jour où son tiroir-caisse sera vide, appartiendra à quelqu'un d'autre. Donc, dit autrement, on peut devenir vert, mais on peut aussi être pauvre. On peut devenir vert et être sobre. Voilà, c'est le mot de la fin, pour ma part. Très bien. Peut-être rappeler ce qu'est le NZIA pour... Le Net Zero Industrial Act. Vous avez peut-être entendu parler de l'IRA ou l'IRA, Industrial Reduction Act. Ce sont des programmes assez complexes à expliquer, mais pour faire simple, ce sont des programmes d'accompagnement à l'échelle continentale pour permettre une réindustrialisation d'un certain nombre de secteurs stratégiques et même d'une façon générale de réindustrialisation. Et donc ça va amener chaque continent ayant ses particularités. On se souvient de la phrase d'Emmanuel Macron lorsqu'il est parti aux États-Unis après l'IRA et avoir dit c'est super agressif. Évidemment, quasiment 400 milliards de dollars investis là-dedans, dans la production de solutions de décarbonation, donc ce dont j'évoquais tout à l'heure. Et en Europe, on est sur un même concept avec une forme peut-être de protectionnisme légèrement moins poussée qu'ailleurs, notamment en Inde par exemple ou aux US, mais une volonté d'aller sur beaucoup plus d'innovation, beaucoup plus liée à la circularité, liée à l'aspect local, liée à des valeurs aussi peut-être plus profondes. Là, je crois qu'il va falloir être réaliste, tordre le bras à certaines contradictions aussi. Je prends un exemple très simple, quand vous faites une usine, type Holosolis, à un moment, il faut aussi faire des routes, il faut aussi faire des voies ferrées, il faut réaménager des voies navigables. Donc on ne peut pas voir les choses de façon isolée. Il est clair, comme tu le dis et comme vous le dites, que la réindustrialisation est indispensable aussi pour qu'on reprenne en main notre responsabilité, qui est celle d'émettre les produits que l'on consomme. Vous voyez, donc il est hors de question, selon moi, que l'on déploie du solaire de façon massive si il ne provient uniquement que d'ailleurs. C'est pas pensable. Et donc il faut soutenir les industriels existants du plus possible par tous les partenariats possibles et imaginables, que Holosolis demain commercialise des cellules à Voltec et que Voltec prenne le temps de pouvoir développer son programme propre de celluling. Je ne sais pas, je prends des exemples, mais c'est tout à fait envisageable, c'est tout à fait possible. Il y a des Allemands ici dans la salle qui sont des multinationales qui agissent dans le monde entier. Et donc, à la fin, des entreprises comme Ponticelli doivent être en capacité d'avoir le choix. Et ce choix sera orienté entre du prix, mais aussi ce fameux troisième périmètre du bilan carbone, l'approvisionnement, qui sera beaucoup plus local ou beaucoup plus maîtrisé dans sa chaîne de valeur. Et je ne rentre pas dans les approvisionnements en minerais. Mais voilà le message que je veux dire. Et il doit porter un espoir. C'est indispensable parce que l'enjeu est massif et... Voilà, je n'ai jamais dans le solaire vu en face de moi un enjeu après quasiment 20 ans dans le secteur aussi important que celui auquel on fait face. Eh bien, ce sera le mot de la fin, puisque nous avons terminé le temps qui nous était imparti. Je vous remercie beaucoup à toutes et tous d'avoir assisté et surtout à nos intervenants et intervenantes. Je pense qu'on peut les applaudir pour leur rapport.